人家人民生活更高。 Peuple de Chine, debout, plus jamais tu ne seras un peuple d'esclaves. C'est par ces mots fameux que commence la déclaration de Mao Tse-tung qui marque la naissance même de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949 du haut de la future tribune présidentielle qui surplombe la place Tiananmen à l'entrée de la cité interdite dans la capitale, Pékin. C'est aussi bien sûr un discours profondément nationaliste. Et c'est un discours qui nous rappelle que la Chine de ce nouveau régime est une bonne élève de l'Union soviétique voisine de Joseph Staline. Bonne élève parce qu'elle se veut profondément réformatrice et il y a de fait des réformes à partir de 1950 de nature agraire mais aussi sociale avec la reconnaissance de l'égalité entre les hommes et les femmes, le droit de divorce notamment. Mais aussi, nous avons là un régime qui s'inspire pleinement des structures totalitaires de l'Union soviétique, au sens où l'exprime la politologue Hannah Arendt, c'est-à-dire la confusion entre l'existence d'un parti unique et les structures d'un État. Et donc toute une partie de la population, si ce n'est la majorité, est placée sous haute surveillance d'une police politique qui traque évidemment les dissidents. Et ce qui caractérise évidemment ce type de régime totalitaire, c'est la définition d'un ennemi plus ou moins imaginaire, tant de l'extérieur que de l'intérieur. Et cela va donner lieu à un certain nombre de crises, au nombre de 3, que vont connaître les années Mao, c'est-à-dire de 1949 jusqu'à la mort du dictateur en septembre 1976. Ce sont successivement le mouvement des Sans-Fleurs, 1956-1957, au moment même où le monde soviétique est déjà dans une amorce de dégel et qui provoque l'arrestation en Chine et la déportation de plusieurs millions d'intellectuels dans des laogai ou camps de concentration créés précisément par le régime communiste. C'est aussi quelques années plus tard le grand bond en avant, 1958, qui va, étant donné le projet utopiste même de cette politique économique arrêtée par Mao Tse-tung seul, provoquer la mort de 40 millions de personnes. C'est la plus grande catastrophe humanitaire du XXe siècle, comme l'a rappelé dans un ouvrage récent l'historien Yang Tisheng. Et puis, la troisième crise, c'est évidemment la révolution culturelle, 1966-1976, qui provoque la déportation de 17 millions de jeunes instruits, c'est ainsi qu'on les appelle, de jeunes citadins qui sont envoyés en rééducation dans les campagnes, et ne jamais oublier que la génération actuelle qui est au pouvoir économique comme politique, et c'est le cas notamment de l'actuel président Xi Jinping, ont été déportés. Et donc c'est une génération sacrifiée qui, à partir du début des années 80, a dû, à la force du poignet, évidemment, s'improviser et revenir sur le devant de la scène à la fois politique et économique. Donc, période de sacrifice, période, ne l'oublions pas, qui a été vécue parfois d'une manière séduisante en tant que modèle de la révolution mondiale par toute une partie de la jeunesse dorée de l'Occident, en France en particulier. On pense aux Philippe Sollers, Julia Kristeva ou Jean-Luc Godard, qui ont été de fait absolument séduits par le modèle de la révolution maoïste. En réalité, c'est une révolution bien sûr tragique. La révolution n'est pas un dîner de gala, comme le disait cyniquement Mao Tse-tung lui-même, mais c'est aussi la renaissance véritablement d'un État-nation qui, comme nous allons voir dans une séquence prochaine, prépare le grand retour de la Chine également dans le domaine de la politique internationale.